Comment est-ce qu'on rédige une introduction pour un protocole, pour un article, pour une thèse, pour un travail de recherche en général? Premier point qu'il faut noter, c'est que l'introduction, c'est la porte d'entrée dans votre travail de recherche. Et j'aime beaucoup cette citation qui dit, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une première impression. Ça a l'air d'être une tautologie, mais c'est vraiment quelque chose de profond. Dans le sens où la première image que vous donnez à quelqu'un de votre personnalité est très importante et aura du mal à changer avec le temps. Vous n'aurez pas une deuxième occasion de donner cette première image. Ça veut dire quoi? Si on vous dit, vous allez rencontrer un médecin, et lorsque vous entrez dans son bureau, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui est habillé en démembré, de manière légère, avec une cigarette à la bouche, en train de jouer aux cartes. Et dès que vous entrez, il dit, ah, ok, excusez-moi. Il range ses cartes, il porte son habit. Quel que soit son niveau, vous aurez du mal à croire à ce qu'il va vous dire après. Parce que la première image que vous avez eue de lui vous donne l'impression que j'ai probablement affaire à quelqu'un qui est un joueur de cartes et qui n'est probablement pas la bonne personne pour la consultation que j'ai. Et c'est la même chose avec l'introduction. Lorsqu'on prend votre travail, protocole de recherche, la première chose qu'on va lire, c'est votre introduction. Et si l'introduction est mal ficelée, si l'introduction est mal rédigée, je peux vous garantir que vous aurez du mal à faire croire à celui qui vous lit que votre travail est pertinent. Vous allez essayer. Mais quand la première image a déjà été mauvaise, ce sera compliqué de corriger après. Et à l'inverse, quand vous donnez une bonne première impression, je peux vous garantir, la plupart des personnes seront encouragées et motivées à vous suivre, à lire la suite de votre travail parce que l'entrée aura déjà été bonne. Et c'est pour ça qu'il faut savoir rédiger une introduction ou un protocole de recherche. Pourquoi est-ce qu'on rédige une introduction? Il y a trois raisons principales. Première chose, c'est d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on est en train de faire. Et là, on revient encore sur la notion du problème de recherche. Et c'est pour ça que j'ai dit d'entrée de jeu, en fait, le problème de recherche, c'est vraiment la base lorsqu'on parle de recherche. Vous ne pouvez pas rédiger une introduction intéressante si vous n'avez pas identifié le problème de recherche. C'est impossible. Et à l'inverse, quand vous avez bien identifié le problème de recherche, vous pouvez faire une introduction parce que l'introduction vise à expliquer ce problème de recherche. L'instruction va aussi venir nous expliquer ce qu'on veut faire. En général, ça va être l'objectif général ou alors l'intérêt de l'étude qui va venir à la fin pour dire finalement pourquoi je veux faire ce que je suis en train de faire là. Et enfin, l'introduction va nous aider à situer la recherche dans son environnement, dans le contexte où on est en train de travailler. C'est-à-dire, ce travail que je suis en train de faire vient rejoindre un ensemble de choses qui existent déjà, vient se situer dans un contexte qu'il faut comprendre pour bien comprendre le problème que je pose et pour bien comprendre ce que je suis en train de faire au travers de ce travail. Et on va voir dans les différentes étapes comment est-ce qu'on arrive à atteindre ces buts de l'introduction et faire une introduction qui soit pertinente et qui soit intéressante. Souvent, on aura 4 sections dans son introduction. Les sections peuvent être formatées ou peuvent être mises en un seul bloc. Ça va souvent dépendre de l'encadreur ou de l'institution de l'université où vous êtes. Mais il faudrait qu'en tout et pour tout, on puisse toujours retrouver ces différentes sections que je vais évoquer qui font en fait partie des différentes sections d'une introduction pour un travail de recherche. Première partie, il faut donner une définition des mots-clés. Au début de mon introduction, on doit comprendre de quoi je suis en train de parler. Les mots qui sont les plus importants dans mon travail, je dois pouvoir les définir. Ensuite, je dois donner le contexte, donner l'importance du sujet. On va revenir sur chacune de ces étapes par la suite. Je dois donner l'importance du sujet. En quoi est-ce que la pathologie à laquelle je m'intéresse est importante? En quoi est-ce que le phénomène auquel je m'intéresse est important? Troisième étape, je dois présenter le problème de recherche, le problème qu'on a déjà eu à évoquer précédemment. Et enfin, je dois donner quel est l'intérêt de mon étude. Ayant dit tout ceci, ça sert donc finalement à quoi de faire le travail que je suis en train de faire. Et vous allez bien voir ces notés-là. Lorsque vous faites une introduction, il faut toujours commencer par rédiger un plan de l'introduction. On ne commence pas une introduction en rédigeant les phrases. Jamais. On ne commence pas une introduction en faisant la revue de littérature comme je vois certaines personnes faire. Jamais. On ne commence pas une introduction en allant chercher des articles. C'est la pire des façons.
Parce qu'une fois que je dis je vais chercher les articles, je vais trouver des dizaines et des dizaines d'articles sans savoir qu'est-ce que j'en fais. Et si je commence plutôt par définir le plan de mon introduction, qu'est-ce que je veux mettre dans mon introduction? La définition, je peux définir telle chose. Dans le contexte, je peux ressortir telle chose. Dans le plan de recherche, je peux voici expliquer. C'est quand j'ai fait mon plan de l'introduction que je peux à ce moment m'engager maintenant la recherche documentaire et toutes les autres choses qui peuvent aller dans ce sens-là. Donc, commençons par la définition des mots-clés. En général, c'est un, deux ou maximum trois mots qui sont importants et qui sont fondamentaux dans votre sujet. Un, deux ou maximum trois mots qu'il faut définir. Et dans cette définition, il faut utiliser des sources de données qui sont fiables. Je crois qu'on aura peut-être une session, on va parler de la recherche documentaire. On va voir clairement comment est-ce qu'on arrive à trouver les informations dont on a besoin à travers la recherche documentaire. Et donc, il faut utiliser des sources fiables pour ces définitions. Et on peut utiliser soit la définition théorique, soit la définition opérationnelle. Les deux options sont permises. Définition théorique, ce qui est dans le livre, comme on dit souvent, le diabète est une maladie chronique caractérisée par blablabla, ainsi de suite. Ça, c'est ma définition théorique. La définition opérationnelle, souvent, ça va plutôt renvoyer à concrètement comment est-ce qu'on arrive à identifier cette pathologie ou ce phénomène sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle de définition opérationnelle. Par exemple, je peux dire que le diabète est défini par une hyperglycémie à jeûne supérieur à telle chose ou une hémoglobine glyquée supérieure à telle chose. Ça, c'est ma définition opérationnelle. Et la première partie de l'introduction, on va en général revenir sur cette définition-là. Et pourquoi est-ce que c'est important de définir? Parce que ceux qui vont vous lire, certains n'ont aucune idée de la pathologie dont vous parlez. Tout à l'heure, j'ai parlé par exemple de prévalence des dyschromatopsies dans la population des médecins ou des étudiants en médecine. Mais il faut bien qu'au début de mon introduction, que je clarifie déjà d'emblée c'est quoi une dyschromatopsie. Qu'est-ce qu'on appelle dyschromatopsie? Ça doit être l'entrée en matière dans mon introduction. Et un extrait ici d'un livre que j'ai publié sur l'initiation à la recherche, je pourrais peut-être vous en parler un peu à la fin. Un extrait, dans ce livre, il y a des encadrés sur les erreurs fréquentes. Et l'une des erreurs que je retrouve quasiment tout le temps, c'est l'introduction n'est pas un cours d'histoire ou de physiopathologie. L'introduction n'est pas une petite revue de littérature. Non. Le but de l'introduction, ce n'est pas de faire la revue de l'historique sur la question. C'est quand on commençait que, bon, le diabète a été découvert en 1900 ceci par telle personne. En telle année, la définition a changé pour devenir telle chose. En telle autre année, non, ce n'est pas ça le but de l'introduction. Ce n'est pas de raconter l'histoire, comment ça s'est passé. Ce n'est pas non plus le lieu de faire un rappel des détails physiopathologiques. Le diabète est lié à soit une carence en insuline ou un défaut de sensibilité à l'insuline. En réalité, l'insuline est produite par telle chose, va agir sur tel récepteur. Ce n'est pas dans l'introduction que ça se fait. Mais c'est vraiment, le but de l'instruction, comme j'ai dit au début, c'est de donner envie de lire la suite. C'est de montrer que le sujet que je fais est important. Ce n'est pas de montrer que j'ai beaucoup de connaissances sur la question, que j'ai beaucoup lu sur la question. Pas du tout. Et donc, pour y arriver, on a premièrement les définitions, comme j'ai mis là. Deuxièmement, on a le contexte ou l'importance. J'aime bien le dire. L'idée ici, entre guillemets, c'est de faire peur à la personne qui va me lire. Il faut que celui qui va lire mon travail ait l'impression que l'histoire est grave comme ça. Ça, c'est un sérieux problème. On doit absolument faire quelque chose par rapport à ça. C'est ça l'objectif quand on parle de présenter l'importance du sujet. Si mon étude parle du diabète, par exemple, pourquoi c'est important de parler du diabète? Là, je peux ressortir les éléments sur la prévalence, sur la mortalité, sur l'incidence, sur les complications. Il y a tellement de choses qui, en fonction de la pathologie que j'étudie, vont être utiles pour montrer que c'est important. Je prends le cas du VIH, par exemple. Ce qui va me permettre de montrer que le VIH est important, en réalité, de nos jours, je ne pense pas que ce sera encore l'incidence. Encore moins le coût de la prise en charge, parce que le traitement est gratuit dans la plupart des pays. Mais je suis sûr que si je donne la prévalence, le nombre de personnes infectées, ça peut permettre de ressortir le fait que c'est important. Si je donne le pourcentage peut-être des complications ou la mortalité des patients qui ont des complications, ça peut permettre de ressortir que c'est quelque chose qui est important et qui mérite qu'on prenne le temps de l'étudier et de travailler dessus. Et donc, vous allez voir qu'en fonction du domaine où je fais mon étude, les éléments à utiliser vont être différents. Mais le but reste le même, c'est de montrer que c'est important,
c'est entre guillemets de faire peur à la personne qui est en train de me lire. Et dans cette démonstration de l'importance, il faut aller du général au particulier. Donc, aller du grand ensemble au petit ensemble. On va voir un exemple tout à l'heure, concret, un exemple pratique que vous retrouvez aussi dans mon livre que j'ai eu à publier, soit dit en passant. Et j'insiste dessus pour dire qu'en fait, quand on parle de donner le contexte, le but n'est pas seulement de donner les chiffres. Certains vont dire, OK, je donne le contexte. Le nombre de nouveaux cas d'infection au VIH a diminué au cours des 10 dernières années. Le traitement est devenu gratuit et on a peu de personnes qui sont prises en charge, qui ont besoin de dépenser l'argent pour ça dans le monde désormais. Donc, si je donne des informations comme ça, je suis en train de dire à celui qui me lit, en fait, ce que je vais étudier là, ce n'est pas vraiment important. On a résolu la plupart des problèmes dessus. Ce n'est pas si important que ça. Or, il me faut trouver d'autres indicateurs. C'est pour ça que je dis, le but n'est pas seulement de donner les chiffres, mais c'est donner les chiffres qui me permettent de montrer que c'est une question qui est importante. Et en allant de l'échelle globale à l'échelle du monde, de l'Afrique, du pays où on travaille, de la ville si possible, mais d'aller vraiment en forme d'entonnoir, comme ce que vous pouvez voir sur l'image à l'écran là. Voici un exemple tiré d'un article publié par le professeur Mapouré, qui est l'un de nos maîtres dans le domaine de la neurologie à l'hôpital général de Douala. Et vous verrez que ça, c'est un de ces articles que j'ai juste copié. J'ai juste extrait pour vous montrer en fait ce que je suis en train de dire. Voici le contexte que le présent à l'échelle du monde. Il dit, les AVC constituent la deuxième cause de mortalité dans le monde, après les maladies cardiovasculaires, et la deuxième cause de démence et la première cause de handicap acquis dans le monde. Donc, il montre qu'à l'échelle mondiale, c'est un problème qui est important. Parce que, un, c'est la deuxième cause de mortalité. Deux, c'est la deuxième cause de démence. Trois, c'est la première cause de handicap. Point. Il ne commence pas par raconter qui avait découvert l'AVC. Pour expliquer la physiopathologie de l'AVC. Non, ce n'est pas le but ici, c'est de montrer que c'est important. Il descend maintenant au niveau de l'Afrique. C'est moi qui ai fragmenté, juste pour qu'on comprenne, mais dans son introduction, c'est rédigé de manière linéaire, en fait. En Afrique, il dit, c'est aussi la première cause d'hospitalisation dans les services de neurologie en Afrique subsaharienne. La majorité des AVC se viennent dans les pays en voie de développement où malheureusement le système de santé est souvent précaire. L'incidence et la mortalité des AVC sont en augmentation dans les pays en voie de développement du fait de l'émergence des maladies non transmissibles. Donc, il montre qu'au niveau de l'Afrique, qui est la région où l'étude a été menée, c'est un problème important parce que cause d'hospitalisation dans les services de cardiologie ou de neurologie, émergence de maladies transmissibles a fait que ça devienne cause de mortalité importante. On se rend bien compte que c'est une question qui est importante. Et c'est en ça que ça consiste donc de présenter le contexte, de présenter l'importance du sujet. Ce qui nous amène au troisième point, le problème de recherche. Je ne vais pas revenir dessus parce qu'on en a déjà parlé dans la précédente partie, mais je ressors juste ce qu'il a sorti dans son travail comme problème de recherche. Il dit, sa prise en charge à la phase aiguë, parlant donc de l'AVC, justifie une hospitalisation en milieu hospitalisé d'une part, et d'autre part, un suivi extra-hospitalier pour éviter les récidives et le handicap. Au Cameroun, il n'y a pas de système d'assurance maladie universelle. Ça, c'était au moment où l'étude avait été faite en 2014. Et c'est souvent la famille qui prend en charge les soins de santé. Et depuis 2008, le salaire minimum interprofessionnel garanti est de 8 216 francs à ce moment-là. Donc, ici, il montre pourquoi, en fait, quel est le problème qu'il essaie de résoudre à travers son étude. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est une explication qu'on donne qui amène celui qui me lit à réaliser que là, il y a réellement un problème. Et ça ne se limite pas seulement à dire l'étude n'a pas été faite dans notre environnement. Et le dernier point, donc, pour clôturer l'introduction et cette présentation, c'est l'intérêt de l'étude qui vient répondre à la question So what? Tu as dit ça, tu as fait la définition, on est d'accord. Tu as présenté le problème, le contexte, l'ampleur du problème, on est d'accord. Tu as expliqué tout le problème de recherche qu'il y a derrière, on est d'accord. Mais après quoi? L'étude que tu vas faire concrètement, comment est-ce que ça va permettre de résoudre ce problème que tu as identifié? En quoi est-ce que les résultats de ton étude vont être utiles de manière concrète et de manière pratique? Et vous voyez cet exemple que j'ai extrait du même article qui dit, dans le but de faire un plaidoyer sur la subvention de la prise en charge des AVC, nous nous sommes proposés d'évaluer le coût du traitement des AVC dans un hôpital dans la ville de Douala. En fait, c'est une étude qui visait sur le coût de la prise en charge des AVC à l'hôpital général de Douala.
Vous voyez que dans le but, en fait, c'est de revenir pour dire, quand j'aurai collecté ces différentes données, voici comment je vais m'en servir pour résoudre le problème de recherche que j'ai identifié précédemment. Et voilà les éléments donc qu'on retrouve dans une introduction, normalement, que ce soit d'un article ou d'un protocole de recherche ou d'autres choses. Et pour clôturer, je vais vous présenter quelques-unes des activités que nous faisons qui pourraient être utiles, pourraient intéresser d'autres personnes. Après, je vais faire le résumé en anglais et puis on va passer à la phase des questions s'il y en a. Donc, l'une des choses que nous avons, je l'ai évoqué précédemment, c'est ce guide pratique d'initiation à la recherche en santé, où je reviens en fait en 360 pages, où je reviens en fait sur ces notions, ce que j'ai expliqué aujourd'hui, et d'autres tas d'échantillons, références, etc., qui visent simplement à guider ceux qui s'initient à la recherche, donc en général en thèse ou en mémoire, dans le processus. Et vous pourrez en trouver en joignant l'un de nos contacts, notre administrateur pourra s'en charger certainement. Et à notre page YouTube. Et vous aurez plus de 50 vidéos maintenant qui traitent des questions variées sur la recherche. Et le but vraiment, c'est que ça puisse vous aider à vous équiper et à faire un travail de recherche qui soit plus pertinent et qui soit plus intéressant en fait. Également, il y a des séminaires, des masterclass comme celle-ci que nous organisons assez régulièrement qui permettent de capaciter des personnes, de les équiper davantage pour la recherche. On a également une plateforme de formation en ligne où des cours sont préenregistrés et sont disponibles, que ce soit des cours sur la méthodologie de la recherche, l'analyse des données, la conception des masques de saisie, la rédaction d'articles scientifiques et plein d'autres cours dans ce sens que vous pourrez donc retrouver sur notre plateforme juste en nous joignant par rapport à ça. Et aussi cette plateforme de suivi des étudiants où on fait la correction des protocoles. En fait, on suit vraiment chacun. C'est un peu comme un compte Facebook où vous avez votre compte avec le moniteur derrière. Quand vous gérez votre protocole, vous envoyez, on corrige vos données, questionnaire, vous envoyez, on corrige. Et c'est vraiment assez interactif et échange qu'on peut avoir là-bas. Et nous avons une équipe d'une trentaine de personnes maintenant avec qui nous travaillons pour l'encadrement des étudiants et les autres choses dans ce sens-là. Je vais donc vous remercier avec cette citation que j'aime beaucoup, qui dit « Faire de la recherche sans avoir maîtrisé la méthodologie. C'est aussi grave que faire un acte chirurgical qu'on n'a pas appris dans un environnement où il y a des personnes qui sont spécialistes de cette affaire. Je vous encourage vraiment à bien maîtriser la recherche possible et à pouvoir faire un travail de recherche qui soit de qualité et qui soit pertinent et qui puisse être utile pour l'environnement où vous êtes.